messieurs, bonsoir et bienvenue. Les rideaux sont donc tombés sur le forum de Dakar sur l'investissement chinois en Afrique organisé par la Banque mondiale et la Banque chinoise de développement. Ce soir, le point reçoit le conseiller du chef de l'État en industrie et en agriculture pour tirer le bilan des travaux. Céline Diop, bonsoir. Bonsoir, Ousmane. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle que vous êtes maire de Sandiara, vous êtes l'auteur du plan Sandiara émergent, une réplique du PC local. Par ailleurs, vous êtes ancien directeur de la recherche en Afrique pour Nestlé. C'est dire donc que vous connaissez l'investissement, vous connaissez les multinationales. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce forum-là comme leçon? Le forum, le troisième d'ailleurs, le forum Chine-Afrique avait pour thème cette année l'innovation pour booster donc le développement de l'Afrique. Il y avait deux autres forums faits avant. L'un des forums, c'était en fait les échanges entre pays africains. Ce forum a eu des conclusions assez importantes parce qu'il s'agissait maintenant de voir comment l'Afrique peut faire des sauts technologiques. Qu'est-ce qu'un saut technologique? C'est ces innovations qu'on appelle disrupting technology qui permettent à un pays de résoudre des problèmes importants dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, mais aussi dans le domaine de l'enseignement. Donc cette année, il y a eu 6 gros secteurs qui ont été mis en avant, de l'énergie jusqu'à l'agriculture en passant par l'éducation. Donc c'était très important que la Banque mondiale et le ministère chinois des Finances, mais aussi la Bank of China, que toutes ces structures se mettent en place donc, pour organiser ces rencontres en Afrique. Le premier bilan qu'on peut en tirer, c'est la signature des MOU. Vous savez, c'était l'occasion pour la Banque mondiale et la Chine de signer beaucoup d'accords avec le Sénégal dans le domaine de l'agriculture, avec la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de pays africains. Et tout ça a été fait ici au Sénégal. Je pense aussi qu'il y a le message fort du chef de l'État qui a voulu montrer que d'abord les rapports entre l'Afrique et l'aide publique doivent changer. Il faut maintenant privilégier les instruments privés pour le développement de l'Afrique, notamment dans les domaines du secteur primaire, du secondaire et du tertiaire. Et ce rapport-là, il a plaidé pour l'accès du secteur privé africain au financement, qui n'est pas forcément toujours le cas. Absolument. Le problème, c'est que nous avons vu les limites d'abord de l'aide publique. L'Afrique a été soutenue par l'USAID, par l'AFD pendant des années. Nous avons eu beaucoup d'aide publique. Et le président a montré que l'aide publique avait des limites. L'autre événement économique qui vient s'ajouter, c'est que maintenant l'aide publique est devenue inférieure au financement que la diaspora apporte à l'Afrique, dans le cas du Sénégal par exemple. Troisièmement, on a vu que pour qu'un pays se développe en réalité, il faut qu'il y ait des investissements privés, il faut qu'il y ait beaucoup d'investissements dans l'école, dans la recherche, sur le plan scientifique. Je pense que le président aussi a noté que partout dans le monde, les États-Unis, la Chine, Israël, en fait, il y a une forte corrélation entre la productivité, le PIB par tête d'habitants et le PIB global et les brevets, le nombre de brevets, le nombre d'inventions, la maîtrise de la technologie. Et ça ne peut être mis en œuvre que par l'innovation, ça peut être mis en œuvre que par les instruments privés. Et donc il y a un rapport qu'on appelle bottom-up, qui peut permettre de résoudre la question. D'abord, il faut que les États prennent des décisions majeures, de se dire, nous allons investir dans l'éducation, mais en sciences et en technologie. Et il faut aussi que l'économie, les acteurs économiques aussi décident d'investir également en adoptant des technologies qui permettent de ce qu'on appelle des sauts technologiques, c'est-à-dire un accès de nouvelles technologies en matière de communication, de téléphone cellulaire par exemple, est un saut technologique extraordinaire. Avant, pour avoir des téléphones, il fallait faire des poteaux tous les 100 mètres. Avec le téléphone cellulaire, c'est un cas typique de saut technologique. Mais il y a aussi d'autres sauts technologiques dans le mode de règlement de l'énergie. Il y a énormément de sauts technologiques dans l'agriculture. Maintenant, avec des hybrides, vous passez de 1 tonne à l'hectare à 12 tonnes à l'hectare avec certaines variétés de riz, de blé, n'est-ce pas? Donc c'est ces technologies qu'on appelle donc des sauts technologiques qui permettent à une population d'avoir un accès massif à l'énergie, d'augmenter ses rendements, bref, d'augmenter son niveau de vie. Donc c'était un peu ça le thème. Pour vous, le Sénégal est un peu à cheval sur les ambitions. C'est là au moment où, par exemple, dans le domaine de l'éducation, le président veut changer complètement les paramètres en orientant les gens plus dans des filières porteurs.
en tout cas des filières porteuses, sinon des filières carrément technologiques et techniques. Oui, je pense dans les mesures du président, dans le cadre du conseil, en tout cas présidentiel, sur la réforme de l'enseignement supérieur, il y a eu des mesures phares. Le constat était le suivant, c'est que 70% de nos étudiants sont dans les branches littéraires, dans les branches économiques, etc. 30% sont en sciences. Alors le président voulait inverser cette tendance-là. Pourquoi? Parce que ces sauts technologiques dont je parle, en réalité, ne peuvent être portés que par des scientifiques. Voilà, il y a une innovation majeure qu'on doit faire dans le domaine des sciences à travers des brevets, une nouvelle façon de fabriquer des produits, une nouvelle façon de développer l'agriculture, une nouvelle façon également de résoudre des problèmes chimiques, n'est-ce pas? Alors ça demande une forte masse d'étudiants. Des jeunes Sénégalais critiques, voilà, de techniciens et de scientifiques. Oui. Et ça, c'est la réforme qui est en cours de l'enseignement secondaire. C'est aussi la réforme qui est en cours au niveau de l'université. Vous voyez que maintenant, nous voulons en fait atteindre ce niveau. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que dans le domaine de la formation professionnelle, que nous ayons aussi une autre politique qui est en cours d'ailleurs. C'est la réforme de la formation duale, école-entreprise, pour rendre professionnel le maximum de jeunes Sénégalais. En leur disant simplement que l'une des voies, c'est l'université, pour former des chercheurs, des scientifiques, n'est-ce pas? Mais l'autre voie, c'est aussi la voie des techniques, pour être un technicien, un BTS, maîtriser un métier électrique, un métier dans le domaine de la menuiserie, dans le domaine de la chimie, être un excellent laborantin. C'est de ça dont le pays a également besoin. Et tous les pays qui sont développés sont forcément passés par là. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que c'est un filon là que les États africains ont trouvé pour rattraper très vite le retard, parce qu'on est dans des domaines où c'est l'innovation, c'est la science, c'est la tête. Là, on part tous sur le même pied d'égalité. C'est un raccourci pour nous, pour l'Afrique, pour combler ce retard? C'est exactement ça. Je dirais que le plus grand raccourci que nous avons maintenant, c'est les sauts technologiques, c'est la science et la technologie. Pourquoi? Si vous vous souvenez, au XVIIIe siècle, l'Europe a inventé la machine à vapeur. L'Europe a inventé l'électricité. On a inventé tous les procédés qui ont permis, dans le domaine de la chimie, qui a permis par exemple à la Grande-Bretagne d'être le leader industriel. Donc si vous regardez pendant les 200 dernières années, tous les pays étaient à peu près à même niveau de revenus. Et ce n'est que quand la science, la technologie est venue donc, en Angleterre que le revenu par tête d'habitant des pays dans les 100 dernières années, on commence à décoller. Aujourd'hui, les États-Unis ce n'est que 16% de la population mondiale, mais c'est quand même 40% de la richesse mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont su maîtriser justement les inventions qui ont été effectivement faites en Europe, mais ils les ont développées. Le nombre de brevets aux États-Unis est de loin le plus important que même en Europe. Et aussi, par contre, les Américains ont su, par la création d'écoles très importantes, la création des plus grandes universités, des plus grands centres de recherche, alors réussi à donc développer leur économie. Et c'est valable pour la Chine aujourd'hui, qui, il y a 50 ans, était aussi pratiquement un pays pauvre, hein, disons-le, mais qui aujourd'hui est venu maintenant nous enseigner. Moi, je pense que l'expérience chinoise est une expérience très intéressante pour nos pays, parce qu'ils ont su réformer leur système éducatif, ils ont su réformer leur cadre juridique pour permettre qu'une entreprise vienne s'installer et gagner de l'argent, et ils ont su aussi pousser l'industrie à se développer et pousser les Chinois à entreprendre, et ça c'était très intéressant aussi dans ce forum. Est-ce que ça peut être profitable à nos pays quand on prend par exemple l'exemple du PSE et la configuration un peu de l'investissement qui s'adosse un peu à ce genre de projets futuristes? En quoi aujourd'hui le Sénégal est une anticipation? Absolument. Le PSE, j'aime toujours le citer, c'est 3 points d'abord. Le premier, c'est le plus important, ce qu'on appelle la restructuration de l'économie. Le deuxième, c'est le capital humain. Le troisième, c'est la gouvernance. Et hier, on a parlé justement de ces 2 points en particulier. On a parlé de gouvernance, mais on a surtout parlé de restructurer l'économie. Comment on restructure l'économie? C'est d'abord en adoptant des technologies, ce qu'on appelle des technologies disruptives, des technologies qui vous permettent de passer donc d'une production moyenne de 1000 tonnes par mois à 10 000 tonnes par mois. Et ça, c'est dans la maîtrise de la technologie, dans la maîtrise des machines. Pour ça, il faut de nouveaux procédés, il faut de nouveaux brevets, il faut de nouvelles inventions. Et ces technologies, elles existent aujourd'hui dans tous les domaines, dans le domaine de l'énergie.
Par exemple, dans le domaine de l'énergie maintenant, vous savez que maintenant, on peut fabriquer, on peut produire du courant à partir des courants marins, tout simplement. On peut produire du courant à partir des mers qui sont à 25 degrés, par tout simplement la différence de température entre cette mer à 25 degrés et les fonds marins qui sont donc à 4 ou 5 degrés. Donc il y a toutes ces nouvelles techniques éoliennes, je ne parle pas des technologies solaires qui sont maintenant plus ou moins maîtrisées, mais il y a beaucoup de technologies maintenant qui permettent donc d'aller très vite. Donc le PSE précisément va nous permettre dans ce domaine restructuration de l'économie, dans le domaine industriel, en adoptant ces technologies, nous allons aller très vite. Dans le domaine agricole, c'est encore beaucoup plus remarquable. Le Sénégal a fait des bons dans les rendements agricoles. Dans la vallée, vous savez, on est passé très rapidement de 5 tonnes à l'hectare à des points de 10-12 tonnes à l'hectare, justement en adoptant de nouvelles technologies, de nouvelles semences. Les hybrides, vous savez que c'est une des grandes révolutions qui a été faite pour la révolution verte en Inde. Il y a la technologie des engrais. Aujourd'hui, nous utilisons très peu d'engrais. La moyenne mondiale, c'est 152 kilos à l'hectare. Au Sénégal, nous sommes encore à 15 kilos à l'hectare. Avec le pétrole qui va venir, on va pouvoir fabriquer donc de l'urée, n'est-ce pas? On va pouvoir faire des engrais. Donc, vous voyez, ces technologies telles que l'engrais, les labours, les semences hybrides, c'est des technologies très simples qui vous permettent de tripler votre rendement, de le multiplier par 5. Donc c'est un peu ça qui constitue un peu les grandes conclusions de c'est des domaines où on trouve très souvent un secteur privé fort pour pouvoir les porter. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas en Afrique. Qu'est-ce qui va devoir changer dans un peu les rapports entre ces banques et le secteur privé? Alors le président l'a dit hier, il a parlé du fait que l'économie ne peut être portée que par le secteur privé. C'est très simple. Regardez les grandes entreprises publiques. En général, dans tous les pays du monde, elles ne fonctionnent pas. Elles ne sont pas capables de générer de la richesse et d'avoir une gouvernance qui leur permette d'être très productive, très performante. Alors, donc, la meilleure façon d'augmenter la croissance économique, en réalité, c'est les investissements. Deux types d'investissements. Des investissements nationaux d'abord, ça, le secteur privé national. Donc nous devons forcément soutenir des champions sénégalais, de grands capitaines d'industrie sénégalais, que le pays, l'État doit soutenir pour leur permettre donc d'aller de l'avant, pour leur permettre de grandir, de se développer en Afrique. Parce que le marché sénégalais, il est trop petit. Il faut regarder le marché de la CEDEAO qui fait 350 millions d'habitants, Nigeria compris. Alors l'autre, c'est les IDE. Les investissements directs étrangers. Alors il faut qu'on permette également à ces investissements de venir également dans notre pays, justement par des réformes. Et le Sénégal s'est distingué de façon assez extraordinaire au cours des dernières années. Nous étions l'un des meilleurs pays réformateurs au monde. Et les IDE, on doit encore en capter davantage. Aujourd'hui, l'Afrique ne capte que 3% des investissements directs étrangers. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait que l'Afrique, comme l'a fait l'Asie, puisse capter 5-10% de ces investissements directs étrangers. Et ça, le cadre aujourd'hui juridique est en train d'évoluer. On a fait beaucoup de réformes pour créer une entreprise. Aujourd'hui, au Sénégal, on a besoin de 72 heures pour avoir son permis de construire, c'est en ligne. Il fallait aussi des infrastructures. L'État a mis en place l'autoroute à péage. Vous avez vu aussi l'aéroport Blaise Diagne. Donc, toutes ces réformes structurelles, je dirais, permettent effectivement d'arriver à attirer les investissements directs étrangers et également de développer le système des investissements nationaux. Mais les infrastructures, c'est extrêmement important. Vous voyez, les États-Unis sont développés justement parce qu'ils ont investi au cours du siècle passé dans le rail, ou dans les voies navigables, le transport des biens et des personnes. Alors le Sénégal doit forcément faire cela. Il nous faut des rails un peu partout. Sur l'ensemble du territoire, il nous faut des systèmes d'autoroute de Dakar jusqu'à Bamako. Il nous faut avoir des dorsales électriques sur tout le long du fleuve. Donc ces infrastructures sont essentielles pour le développement des investissements ici au Sénégal. Vous l'avez dit, ces secteurs-là aiguisent déjà des appétits des banques. Les banques sont un peu porteuses très souvent du capital, mais derrière, il n'y a pas forcément ce transfert de technologie qui doit rester quand même sur le continent et qui permettent à ces jeunes et ces milliers d'Africains de travailler et de bénéficier de ces technologies. Alors, deux chiffres pour les banques. En Afrique, on a moins d'un quart des entreprises sénégalaises, de manière générale, ou africaines, qui ont une ligne de crédit ou un prêt. Un quart. Dans le reste du monde, c'est plus de 50%. Donc, les banques constituent un véritable facteur limitant à l'investissement.
Sans ces lignes de crédit, sans cet accès au prêt, alors c'est un problème. On a créé des instituts comme le FONGIP pour apporter des garanties, la BNDE, le FONSIS pour résoudre cette question-là. L'autre aspect qui me paraît très important, c'est que l'État doit maintenant créer des structures qui favorisent, si vous voulez, la production locale au niveau du Sénégal et protéger notre économie nationale. C'est-à-dire que l'un des freins, c'est que vous investissez dans un domaine, comme la tomate, comme tout ce qui est transformation, par exemple, des noix de cajou. Alors, quelqu'un importe ces mêmes produits en payant des taxes dérisoires. Donc là aussi, il y a des politiques de protection. Je ne parle pas de protectionnisme, mais de protection de notre industrie nationale. Parce que ce que font les États-Unis, ce que font les autres pays européens, etc. Et donc tout ça, c'est des facteurs qui permettent aux industriels sénégalais d'être un peu plus compétitifs. Et aussi, je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité des industriels du secteur privé qui a plus tendance à aller vers le côté commercial que vers le côté industriel. Alors que c'est là, il faut qu'on arrête de tout importer du pays, de la Chine, du Japon, de tous les pays. Je pense qu'il faut que ce pays fabrique. Le Sénégal doit devenir une usine du monde maintenant, comme la Chine. Et pour ça, justement, il faut investir au niveau du primaire, il faut investir au niveau aussi du secondaire. Quand on prend aujourd'hui l'exemple de la Chine, dans le domaine de la manufacture, elle pèse pour près de 50% du marché africain, c'est 500 milliards de dollars de recettes. Alors que la plupart des produits ne viennent pas du niveau local africain, tout est importé de Chine. Qu'est-ce qu'il faut pour les États africains pour redéfinir un peu les cartes de la croissance? Alors il faut la croissance de l'Afrique viendra essentiellement des investissements d'abord et de la consommation. N'est-ce pas? Ça, c'est un principe économique. Alors, pour que l'Afrique puisse, le Sénégal puisse en tout cas développer une activité manufacturière, il faudrait qu'on adopte d'abord de nouvelles technologies. Il faudrait que les nouvelles machines qui sont fabriquées dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, les nouvelles semences, ce qu'on appelle les technologies, c'était précisément le thème de ce forum, qu'on puisse les adopter d'abord. Qu'on puisse les acquérir soit par licensing, beaucoup de technologies sont maintenant dans le domaine public, on peut les adopter. Il y a des brevets qui sont maintenant dans le domaine public. Et on peut acheter aussi, vous savez, des brevets, des connaissances, des technologies, ce qu'on appelle le licensing, n'est-ce pas? Quand j'étais patron de Nestlé, on avait toujours la possibilité d'acheter des sociétés ou des technologies qu'on pouvait mettre en œuvre. Donc je crois qu'il faut d'abord cette connaissance. La connaissance, c'est le maître mot, donc l'éducation, donc l'université, donc la maîtrise des technologies de l'information. L'autre aspect qui est très important, c'est, je pense aussi, le soutien à l'entrepreneuriat. Souvent, les Sénégalais sont un peu timorés quand il s'agit d'entrepreneuriat pour investir dans l'économie. On entreprend beaucoup pour vendre, comme je le disais. Donc, il faudrait qu'on soutienne l'entrepreneuriat féminin, c'est très important, l'entrepreneuriat des jeunes et essayer donc de soutenir aussi nos champions nationaux. Et le troisième, c'est aussi la formation. Je crois qu'on doit former aussi nos entrepreneurs, on doit les accompagner. Je sais qu'il y a beaucoup de mesures incitatives qui sont prises dans ce domaine-là et je pense qu'on doit continuer dans ce sens. Et le dernier qui me paraît très important, c'est avoir un dispositif financier. C'est très important. On peut avoir les idées, on peut avoir le courage d'entreprendre, on peut adopter des technologies, mais il faut qu'on trouve donc des financements suffisamment souples qui accompagnent ces entreprises pour pouvoir d'abord vendre au niveau national, vendre au niveau sous-régional et vendre aussi au niveau international. Donc ça me paraît extrêmement important. Et qu'est-ce qui explique selon vous ce subit regain d'intérêt que suscite l'Afrique aux yeux de la Banque mondiale et de la Banque chinoise de développement qui apparemment font cause commune alors que bon, peut-être ils sont sur des mécanismes de financement qui sont un peu différents? Oui, il y a un regain. Alors, 60% des terres agricoles non cultivées se trouvent aujourd'hui en Afrique. C'est très important. En Chine, c'est très très faible aujourd'hui. Alors, vous voyez tout de suite que l'Afrique va dans le futur donc être un terrain de jeu assez important sur le plan économique. D'autre part, vous savez aussi que l'essentiel des réserves en matière de matières premières, de sous-sol
l'or, le diamant, c'est en Afrique. Alors le Sénégal suscite aussi un regain particulier. Le pétrole est en parce perspective. Que le pétrole est en perspective. Le gaz est en perspective. Or, ce pétrole et ce gaz, il faut bien comprendre que pour le Sénégal, c'est quelque chose de très stratégique. Pas seulement pour avoir des devises, mais pour l'industrialisation. Prenez le cas du pétrole. À partir du pétrole, vous pouvez créer des industries chimiques extraordinaires. Fabriquer du goudron, toutes sortes de gaz, du kérosène. Donc il y a toute une chaîne de valeur. Vous devez, avec ce qu'on a au Sénégal, on a besoin de plusieurs raffineries, par exemple, à l'intérieur du pays. Donc en amont comme en aval, dans la chaîne de valeur pétrole, il y a plusieurs métiers qui vont se distinguer, qu'on va découvrir. Et il faudrait des milliers de jeunes Sénégalais pour pouvoir satisfaire donc ce secteur-là. D'autre part, dans le domaine du gaz, là il y a encore beaucoup plus de possibilités. Dans le domaine du gaz, le gaz naturel, en fait, c'est l'une des matières premières pour ce qu'on appelle l'urée. L'urée, en agronomie, on apprend que c'est le premier facteur de rendement. C'est ce qui donne cette couleur verte, ce qui produit la biomasse donc, des plantes. Donc sur le plan industriel, il va falloir qu'on crée des industries carrément du gaz. Pas seulement le gaz pour cuisiner, pas seulement le gaz pour faire de l'énergie, c'est important, ça va baisser nos coûts énergétique, ça va rendre notre industrie nationale beaucoup plus performante, en plus du solaire. Le président parle de mix énergétique. Mais pour moi, c'est le pétrole et le gaz sénégalais va intéresser de plus en plus et les Chinois et les autres pays du monde parce qu'ils voient que il faut d'abord l'explorer, il faut le développer, il faut l'exploiter. Mais au niveau du Sénégal, il va falloir que nous, au niveau du gouvernement, qu'on mette en place maintenant un dispositif pour industrialiser le gaz. Ce n'est pas intéressant de vendre que du gaz liquéfié, ce n'est pas intéressant de vendre que du pétrole brut. Il va falloir maintenant, à partir de là, que le Sénégal, justement, puisse faire un saut technologique pour commencer à créer maintenant des industries d'azote associées à nos industries de phosphate qui existent déjà. Le Sénégal est un des premiers producteurs de phosphate. Donc ça va avoir un impact sur l'agriculture parce que vous savez que dès que vous mettez 150, 200, 300 kilos à l'hectare, vous multipliez votre rendement par 1, 2 ou 3. Et pour le Sénégal, de manière particulière et spécifique, si on conjugue ces enjeux liés au pétrole avec l'agriculture, ça replace le pays forcément au cœur des préoccupations de ces multinationales, de ces banques. Absolument. C'est très simple. Aujourd'hui, l'Europe est arrivée à une situation où les matières premières, vous êtes tous d'accord que maintenant sont un peu à bout de souffle. Mais ce n'est pas seulement les matières, c'est aussi la consommation qui est arrivée aussi à un certain niveau de satisfaction. Donc les marchés émergents, comme on les appelle, les marchés du futur, en fait, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique où pratiquement 60% de la population a moins de 20 ans. C'est l'Afrique qui, aujourd'hui, où a le taux de natalité le plus important. Il faut juste qu'on tire les dividendes démographiques. Donc, vous avez un continent qui a un marché, parce que c'est ça la loi du business. Hein. Il faut un marché d'abord, c'est-à-dire des gens qui peuvent acheter. Pour le cas du Sénégal, il y aura forcément une augmentation du pouvoir d'achat venant du pétrole, du gaz dans le futur, venant aussi de toutes ces réformes que nous faisons. Alors, il y a aussi la nécessité d'exploiter nos terres agricoles. C'est des terres qui sont riches. Aujourd'hui, par exemple, l'agriculture sénégalaise, il n'y a que 5% des terres qui sont irriguées. En Chine, on l'a vu hier avec l'exposé du ministre chinois, c'est 50% des terres des petits agriculteurs qui sont irrigués. Donc, vous voyez, il y a un grand gap à faire. Alors, ce qui veut dire que donc, sur le plan de l'agriculture, l'Afrique va attirer des investissements. Sur le plan de l'industrie, il y aura aussi d'autres investissements. Sur le plan maintenant du pétrole, du gaz, il y aura également beaucoup d'investissements. Donc c'est pour ça que ce regain se justifie tout simplement par ce futur qui est très important, qu'il nous faut maintenant juste maîtriser. Maîtriser et poser aussi les conditions de ces partenariats en perspective. Hein. C'est très important. Il faut que le Sénégal maintenant pose les conditions. On nous demande de faire des réformes, ça a été fait. On nous demande de changer, de réduire le train de vie de l'État, je pense que ça a été fait. Maintenant, nous devons nous dire qu'est-ce qu'on veut. Nous devons en fait rester maître du jeu tout en étant ouvert. Il faut que ce pays reste ouvert. Il faut que le PSE reste notre cap pour 2035. Et dans ces 3 axes, nous avons besoin. Donc, le PSE doit rester votre cap. Vous y êtes. Je rappelle que vous êtes maire de Sandiara au niveau local. Vous êtes l'un des rares maires à avoir implémenté le PSE au niveau local, qui s'appelle le plan Sandiara émergent. Aujourd'hui, vous en êtes à la zone industrielle
de Sandiara, la zone communale, je crois que c'est l'une des toutes premières zones, hein, après celle de Diamniadio portée par l'État et la zone de Télium. Absolument. Vous êtes la troisième zone. Oui, disons, nous avons tout simplement compris que le message du chef de l'État, quand on parle de plan Sénégal émergent, c'est, comme je l'ai dit, une émergence homogène dans tous les secteurs, avec les axes qui ont été énumérés tantôt. Alors nous avons mis en place un plan Sandiara émergent, qui est notre plan communal, notre plan local de développement, mais pas sur 2 ans. C'est vraiment 2015 et 2025. Et sur ce plan-là, nous avions donc mis comme axe 1 ce qu'on appelle le plan 1-10-10, hein, une famille 10-4 dans 10 ans, c'est le capital humain. Comment on arrive à former le maximum de jeunes de la commune pour qu'ils aient donc accès à la formation professionnelle ou à l'université. Alors, l'autre axe qui est très important, c'est la restructuration de l'économie, avec 2 gros projets, les agropoles de Sandiara, on aura l'occasion d'en parler, et la zone industrielle de Sandiara. Le principe de la zone industrielle de Sandiara, c'est que la commune de Sandiara devait tout simplement réfléchir sur comment augmenter le PIB local, comment attirer des investisseurs, comment faire en sorte que le jeune de la commune originaire de la commune de Sandiara, mais des communes voisines, n'ait plus besoin de venir à Dakar pour trouver du travail dans les usines du port. Alors nous avons dit, on va créer cette zone et aller donc à Londres, à Paris, à New York, ouvrir des bureaux, ce qu'on a fait il y a 3-4 ans. Alors aujourd'hui, le résultat, c'est que cette zone existe, c'était 100 hectares, c'est maintenant 100 hectares. Nous attendons 60 entreprises, c'est 100 milliards d'investissements. Au moment où je vous parle, il y a 32 milliards d'investissements, il y a 3 usines qui fonctionnent. On a déjà commencé donc à avoir à peu près 350 emplois donc, qui ont déjà commencé. Et vous avez exposé dans le sillage de ce forum-là, vous avez le soutien du président qui a visité l'expo. Absolument. Le président nous a beaucoup soutenus parce que dans le cadre du plan Sénégal émergent, nous ne pourrons pas émerger sans l'industrie. Je vous l'ai dit tantôt, la révolution industrielle, c'est elle qui a permis à l'Europe, à l'Asie de se développer. Je ne vois pas comment la commune de Sandiara, de Ndiagagna, de Tchadja, toutes ces communes, je ne vois pas comment elles pourront émerger économiquement, socialement, si on ne crée pas des sources de richesse, si on ne crée pas des usines, des entreprises, si on ne sait pas créer des salaires sur place. Parce que les emplois, en réalité, on ne les crée pas comme ça. Les emplois viennent de la création de richesse d'abord. Donc avec cela, avec ces 100 milliards que nous allons donc, qui seront investis, je vous dis qu'on est à 32 milliards actuellement, on aura l'année prochaine une dizaine d'usines. Pour l'instant, donc, il y a 32 usines qui sont inscrites. Alors, nous allons arriver à un PIB local de 700 milliards, ça fait 1 milliard d'euros. Et ça va permettre en fait, de multiplier par 10, par 20, je dirais même, en fait, le revenu par tête d'habitant au niveau de cette commune qui compte que 35 000 personnes. D'accord. Pour vous, le PSE doit suivre la théorie des cercles concentriques. Hein. C'est d'abord au niveau local. Chacun se développe chez lui. Au finish, le Sénégal se développe partout. Oui, c'est l'approche bottom-up. Vraiment les approches ascendantes. On ne peut pas imposer le développement par le sommet. Le rôle de l'État, c'est fixer le cadre, fixer la vision. En se disant, OK, ce pays doit augmenter le revenu par tête d'habitant, et l'État met en place les structures. Ce que le président est en train de faire avec le plan Sénégal émergent, avec toutes les structures. Maintenant, nous, au niveau des mairies, des 557 maires, nous devons maintenant alors avoir nos politiques locales qui s'inspirent de cette politique de l'État en se disant, nous aussi, il nous faut des zones industrielles. Moi, je pense que chacune des 557 communes de ce pays doit disposer d'une zone industrielle et artisanale pour favoriser justement l'investissement dans la commune. Évidemment, ce n'est pas très facile parce qu'il faut voyager, il faut aller dans les différents pays, etc. Mais il y a aussi le lycée technique et professionnel. Il faut savoir que cette zone industrielle que nous sommes en train de créer sera justement le lieu où les jeunes qui sortent du lycée technique et professionnel de Sandiara, qui va ouvrir ses portes dès l'année prochaine, vont pouvoir maintenant faire ce qu'on appelle la formation duale. Ils vont faire un jour à l'école et aller, voilà, pour ceux qui font hôtellerie, ils vont aller à Sali ou à Diamniadio, ceux qui font le bâtiment, ils vont aller aussi à Mbour, ailleurs, et ceux qui font l'agriculture vont aller dans les projets agricoles. Donc c'est ça justement ce qu'on est en train de faire au niveau de Sandiara, et nous envisageons de créer 20 000 emplois dans les 10 prochaines années. Dès l'année prochaine, nous serons déjà à 1000 emplois dès l'année prochaine. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire de Sandiara, conseiller en industrie et agriculture du chef de l'État, ancien directeur de la recherche Nestlé Afrique. Merci beaucoup. Merci, le point ce soir est fini. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.